Bonjour à tous, Bonjour à bienvenue tous. parmi nous. Alors, comme vous le savez déjà, donc moi je suis Mathieu Martin, j'interviens avec Paul Maître aujourd'hui et on avait un invité de marque en la personne de Serge Kilbic. Il a des petits soucis techniques pour se connecter au webinar. Du coup, il arrivera certainement en cours de webinar. Si ce n'est pas le cas, on se permettra de faire un retour d'expérience sur le projet qu'on a mené avec lui donc dans son entreprise Cassib. Et puis témoigner du projet et puis de la relation effectivement pendant ce projet entre le DRH et le DSI. Donc on espère vivement qu'il soit là. C'est toujours mieux d'avoir un client qui fait lui-même son retour sur expérience, mais on est comme souvent lié aux contraintes techniques. Voilà. Merci Mathieu. Donc le thème du jour est qu'on souhaitait partager un tandem pour un pilotage innovant et l'optimisation des ressources. Et on parle bien sûr du tandem DSI-DRH. Pour ce faire, l'agenda, qui correspond à peu près à une demi-heure de présentation et quelques questions-réponses. Qui sommes-nous? Évidemment, on va dire quelques mots sur nos structures. Ensuite, sur le fond, un point de vue qui est le nôtre sur comment fonctionne aujourd'hui ce binôme DSI-DRH. Et puis après, amener la discussion sur pourquoi changer. Et puis, en effet, on l'illustrera, donc je l'espère avec Serge, mais sinon, au moins, Mathieu pourra raconter l'histoire avec un cas concret chez CACIB. Et puis, questions-réponses, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent. En quelques mots, et du coup, je vais commencer. Je suis Paul Maître, je suis directeur associé du cabinet Isis. On est un cabinet de conseil. On est une vingtaine de consultants basés à Paris. Notre métier, c'est la petite phrase qui nous caractérise, c'est décider et travailler autrement avec le digital. Et on est sur ces sujets-là. Concrètement, et c'est les petites bulles de couleur à gauche, quels sont nos travaux? Et on travaille sur le pilotage des organisations. Et au particulier, aux côtés des DSI, des RHDG, mais beaucoup auprès des DSI, et ce qui fait le lien et notre intérêt pour la question qu'on vous soumet aujourd'hui. Ce sujet du décider de travailler autrement, pour la petite histoire, on cherche à être une société à impact, donc on a été développer une offre particulière pour les acteurs de la santé et de la solidarité, pour qui les défis du travailler autrement avec le digital sont particulièrement complexes, et on avait à cœur de prendre cette thématique dans notre offre. Et puis enfin, c'est difficile d'aller aider les entreprises à travailler autrement sans avoir un œil sur l'innovation, et d'où une offre aussi, un travail auprès des startups pour les inclure dans ce type de projet d'innovation, qu'on soit en pilotage et en santé. Et puis c'est grâce à cette veille d'ailleurs qu'on a rencontré au début de leur aventure 365 talents, et qui représentent exactement nous les acteurs de l'édition qu'on cherche à rencontrer. Notre approche, très simple, on est un acteur de conviction, et c'est pourquoi on fait des présentations comme ça, de l'expertise, et puis on co-construit des solutions avec nos clients. Au-delà de 365 talents, on est par exemple, et c'est un des sponsors de cet événement, et je les en remercie, on travaille avec des éditeurs de solutions de PPM, Project Portfolio Management, comme Triskel, qui correspondent aussi à ce qu'on recherche en innovation pour le pilotage. Je passe la main à Mathieu pour dire un mot sur 365 talents. Merci Paul. Donc déjà ravi d'être ici parmi vous. Donc moi, encore une fois, je m'appelle Mathieu Martin, je suis cofondateur de 365 talents. Vous avez quelques chiffres qui vont s'afficher sur nous. En gros, on est une solution de cartographie et de pilotage des compétences. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à mieux connaître les ressources dont elles disposent pour les aider à mieux accompagner les transformations auxquelles elles font face. Donc, on est des spécialistes du pilotage par les compétences depuis 5 ans et un pilotage particulièrement d'actualité dans la période que nous venons de traverser. Voilà. Et si on a le temps, on reviendra sur les enjeux du moment très liés à la période un peu compliquée et comment la réallocation des ressources, la cartographie des compétences, bref, une meilleure connaissance de ce capital humain permet quand même d'adresser un certain nombre de ces enjeux. Voilà. Serge a réussi à nous rejoindre. Magnifique. Merci d'être là et je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez, bien sûr. On a eu quelques petits problèmes techniques, mais a priori, tout marche bien. Alors, je m'appelle Serge Kelby, qui est au sein du Crédit Agricole CIB, dont je vais vous parler 2 minutes après. Je m'occupe d'une partie de l'informatique où se situent les équipes concernant l'innovation. Et il se trouve qu'en même temps, je suis sponsor d'un projet concernant
la gestion des compétences à l'intérieur de l'IT de la banque. Donc CACIB, c'est une banque d'investissement, donc assez peu de clients. Ils se comptent en milliers et pas en dizaines de milliers ou en millions comme le Crédit Agricole. Par contre, ce sont des gros clients. Ils sont dans le monde entier. Pour qu'on puisse à l'origine, c'est des clients plutôt français et on les accompagne dans le monde entier. L'IT, c'est 3600 personnes, en gros, avec 2 implantations principales en France et puis à Singapour. On a la préoccupation en permanence de faire évoluer nos collaborateurs et sur ces collaborateurs de pouvoir justement regarder leurs compétences et voir quels sont les potentiels qu'on peut en tirer et en même temps faire l'adéquation avec les besoins de compétences que nous avons à l'intérieur de nos structures. Donc, on a cherché un outil avec... mais je vais arrêter là pour ma description. Oui. Après, je vous parlerai. Très bien. Eh ben, super, merci. Écoute, Paul, je te laisse la parole. Un petit mot d'abord, une petite question peut-être, Mathieu, à poser à nous. Effectivement, juste pour faire un petit sondage auprès des participants présents, on aimerait savoir si vous travaillez plutôt du côté de la DSI ou plutôt du côté de la DRH. Donc, vous avez juste à noter DSI ou DRH. Et après, alors là, c'est un peu de la provoque, mais essayez de noter la qualité des relations avec la DSI ou la DRH en fonction de votre position, juste pour qu'on essaye de voir un peu, prendre le pouls directement auprès des personnes qui participent à ce webinaire. Voilà. Donc n'hésitez pas à réagir directement dans le chat dédié sur l'outil Livestorm. Et bien entendu, n'hésitez pas en cours de webinaire à poser vos questions. Alors on n'y répondra pas tout de suite, mais on y reviendra à la fin du webinaire et on balayera finalement toutes les questions qui ont été posées. Voilà. Parfait. Merci Mathieu. Du coup, pendant que vous répondez à la question et que vous pouvez éventuellement commencer à noter les vôtres, je vous propose de passer au cœur du sujet. Et du coup, le point de vue d'un cabinet de conseil qui est le mien, mais qu'on a partagé avec Mathieu. Alors pareil, on est dans un style peut-être un peu provoque, mais nous, notre point de vue et ce qu'on constate, c'est que finalement, quand on parle avant de parler d'un duo ou d'un tandem DSI-DRH, on a souvent une perception d'organisation qui fonctionne en silo. Dans l'entreprise, chacun a son fonctionnement, ses sujets, et puis en plus, par rapport finalement à une direction générale ou à des dirigeants, on peut avoir le sentiment que ce sont des directions qui ne sont pas forcément valorisées ou à la hauteur de ce qu'elles pourraient être par rapport à d'autres. On est vite dans le phénomène de direction ressources, direction centre de coûts, même s'il y avait des velléités d'afficher une possibilité de participer de plus en plus à la valeur et à la stratégie de l'entreprise. Et on se dit du coup, et nos discussions avec Mathieu sont parties de là, il y a un terrain pour que ces deux fonctions finalement aient une stratégie d'alliés pour travailler ensemble à plus se valoriser, à plus se montrer. On se pense qu'il y a un contexte favorable à ça, et ça a été légèrement mentionné par Mathieu avec une crise qu'on vient de traverser comme le Covid, où finalement, on a un peu vu des modes de fonctionnement complètement chamboulés dans les entreprises et des positions se réviser. Nous qui travaillons beaucoup auprès des DSI, on les a vus reprendre beaucoup de valeur avec cette capacité, par exemple, à montrer qu'on pouvait travailler en home office pour des milliers et dizaines de milliers de salariés très, très vite pour certains de nos clients et groupes. Deuxièmement, cette ère un peu de monde d'après, ça donne une idée de il y a une fenêtre de tir pour réinventer le pilotage. Et nous, c'est entre guillemets, un de nos dada. Et c'est ce qu'on illustre dans le petit dessin à côté. Aujourd'hui, pour faire très simple, les enjeux de pilotage dans les entreprises sont bien segmentés avec des directions générales qui sont sur la vision, sur du stratégie, pour demain, où va-t-on, évidemment l'aspect capitalistique, et puis encore des directions support, et on focus aujourd'hui sur des DSI et des DRH qui ont leurs propres enjeux de pilotage. Et on se dit qu'il y a matière à faire remonter des choses, peut-être à un niveau plus stratégique, en tout cas plus partager ces enjeux qui nous semblent importants pour l'entreprise. Oui, effectivement, moi je rebondirais sur le contexte favorable. Ces deux directions qui de toute façon possèdent des rôles stratégiques dans la transformation digitale de l'entreprise, mais ça c'était avant la période un peu compliquée qu'on vient de connaître. Donc la DSI en charge des outils, du déploiement de ces derniers,
de l'exploitation de la data de manière générale. Et il y a Eric qui réagissait dans le chat en disant qu'il y avait des bonnes relations avec l'IT, mais des soucis avec le RGPD. Donc la gestion de la donnée est quand même un point qui doit permettre un échange entre ces deux directions-là. Du coup, je disais la DSI en charge du déploiement, de l'exploitation de la data, et puis la DRH en charge de l'adoption, de la conduite du changement et de l'expérience collaborateur aussi au sens large, et puis de tous les effets, des impacts des transformations digitales sur les compétences, sur la gestion des compétences, et donc la DRH en charge d'opérationnaliser toute la partie upskilling et reskilling. Donc c'est vraiment deux directions, et encore plus pendant cette période, qui doivent échanger et qui doivent prendre le rôle stratégique qu'ils ont. Et on a vu pendant cette période un déploiement en urgence de certains outils, notamment des outils de visio, des outils collaboratifs. Et ces déploiements se font en collaboration avec la DRH qui gère tous les aspects de change associés à ces projets. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on trouve que cette période-là est plutôt un contexte, c'est difficile de le dire, mais c'est un contexte favorable pour ces deux directions et pour tester des choses. Il n'y a pas le choix finalement. Pour corroborer et aller un peu plus loin, on se dit qu'il y a vraiment matière à faire, au-delà de la conjoncture d'ailleurs, avec des vrais enjeux croisés qui, là aussi, on se dit il y a du sens à aller les travailler encore plus ensemble. Quand on est sur les métiers de demain, évidemment, on est dans le scope beaucoup de la DRH, mais quand on sait que le digital envahit beaucoup les entreprises et les compétences associées, forcément, il y a un intérêt à travailler ensemble. C'est le point spécifique. Les compétences digitales sont un vrai sujet au-delà des métiers qui vont émerger demain dans les entreprises avec la transfo digitale qui peut toucher les métiers de chaque entreprise. Après, j'allais dire plus tiré vers des problématiques de ressources et de moyens, mais là aussi, c'est important et il y a des sujets de discussion communs. Tout ce qui est maîtrise de la masse salariale et le pilotage du budget versus les ressources, que ce soit en termes de capacité à faire nombre de personnes ou de ressources en termes de compétences. Les DSI sont beaucoup confrontés à ces sujets. Les DRH ont évidemment la charge au niveau de l'entreprise globale. Et du coup, là aussi, on se dit qu'avoir un peu plus de travail en commun et avec les outils modernes, comme on va en parler, il y a vraiment des choses à faire et de la valeur à apporter aux directions générales des entreprises. Au-delà de ces enjeux qu'on peut porter ensemble, il y a aussi des savoir-faire qu'on peut partager et diffuser. On constate que en en fertilisation croisée entre les deux directions, on a des choses à s'apporter. Clairement, le mode projet et la pratique digitale, c'est dans l'ADN des DSI. Et c'est des compétences qui finalement sont très utiles pour les DRH et leurs évolutions. Et de la même manière que les DRH sont ultra compétentes et c'est le cas de le dire, en pilotage par les compétences, en change management, les DSI dans leurs projets sont sans arrêt confrontés à ai-je les bonnes compétences, à faire du change. Et on se dit que là, il y a de quoi s'apporter des compétences l'un l'autre pour mieux réussir ses propres projets. Au-delà de ça, c'est la notion du cercle qu'on a mis autour autre direction. Ensemble, il y a vraisemblablement possibilité d'aller diffuser ces savoir-faire, bien sûr, au-delà de DSI, DRH. Et quand on voit à quel point se diffuse et le mode projet, et les outils digitaux, et le change management dont on a besoin partout, on se dit que là aussi, notre binôme en émergence peut rayonner ailleurs dans l'entreprise. Sur ces sujets de porosité des compétences, effectivement, nous, on le voit au quotidien avec nos clients. Hein, les RH se doivent maintenant de maîtriser tout ce qui est lié au digital RH et aux enjeux SI liés au SaaS de manière générale. Donc, les échanges entre les RH et le SI ne sont pas nouveaux. Il y a toujours eu des outils SI RH qui géraient l'administration, qui géraient la paye. Aujourd'hui, il y a quand même énormément d'applications SaaS qui viennent se greffer, donc les RH doivent être capables de gérer, en tout cas d'avoir en tête toutes les problématiques autour des flux, de l'interopérabilité des systèmes, et les SI doivent, eux, penser expérience collaborateur, change, donc tous les aspects impact managériaux liés à la manière dont on déploie ces projets. Donc ça, encore une fois, ça illustre le propos que tu as, Paul, sur la porosité des compétences entre ces deux services. Du coup, et pour avant d'aller vers les cas concrets, nous, ce qu'on retient et ce qui nous semble intéressant à creuser et dans cette discussion autour du duo et du tandem à former, c'est qu'il y a
en termes de force, on voit bien que c'est deux directions qui portent des assets fondamentaux pour l'entreprise. Quand on est dans le digital et qu'on porte toutes les datas de l'entreprise et qu'à la fois en termes RH, on s'occupe des personnes, hein, des people et des compétences, on tient là vraiment j'allais dire, ce qui fait l'ADN d'une entreprise aujourd'hui et ce qui va pouvoir permettre de créer la valeur de demain. Donc, on se dit, ces assets-là, il faut les revendiquer et aller voir comment on les travaille ensemble pour le bien de l'entreprise. Et puis enfin, la notion de compétence, elle est, et c'est un peu lié à ce point-là bien sûr, mais elle est cœur. Et pour travailler beaucoup auprès des DSI, on le voit bien, il y a une telle volatilité et rapidité d'évolution des technos, des savoir-faire et des savoir-être même qui doivent évoluer que la notion de compétence, la DSI en a besoin et plus globalement, les entreprises sont aussi soumises à ce phénomène d'évolution ultra rapide. Donc, finalement, d'être déjà positionné sur ces sujets, le numérique et les compétences, on se dit que c'est pour le monde qui s'ouvre là, c'est vraiment des facteurs clés de succès pour les entreprises et donc intérêt à travailler ensemble. La faiblesse, et ça c'est les constats qu'on a fait les uns les autres, mais vos réactions seront intéressantes à cet effet. Aujourd'hui, on sent quand même, et c'est d'où l'intérêt de travailler ce duo, c'est qu'il y a un déficit, j'allais dire, de culture de l'un pour l'autre et vice versa. C'est en IT, en DSI, en général, la culture RH est faible et il y a besoin sûrement de travailler plus ensemble dans ce sens-là. Acquérir cette culture de l'humain, des compétences pour enrichir son propos. Et vice-versa, les RH, aller, j'allais dire, côtoyer les DSI pour s'acculturer à vraiment plus le monde digital, la gestion de projet. On pense qu'il y a du bon à prendre. Mais il faut faire cet effort de pas l'un vers l'autre, j'allais dire, pour pouvoir après utiliser au mieux les forces qu'on vient d'identifier. Du coup, en termes de perspective, et ce qui nous amène à dire il y a matière à travailler vraiment ensemble et à former un duo ou un tandem, en deux grands points et que Mathieu pourra compléter. Les opportunités, on les voit et on l'a dit en termes de fertilisation croisée. On peut s'apporter de la culture projet et agilité d'un côté, on peut s'apporter de la culture compétence de l'autre, on l'a dit. Il y a des sujets comme la RGPD, et ça a déjà été mentionné d'ailleurs dans un premier témoignage, qui mêlent les deux et qui sont un terrain de jeu immédiat. La réflexion sur les données, le big data, là aussi on peut trouver des sujets communs et notamment autour de tout ce qui va être relatif aux ressources, aux compétences, et Mathieu pourra en dire un mot. Et puis on peut démarrer de la fertilisation croisée, j'allais dire de manière modeste et faire des POC. Cette idée maintenant de pouvoir faire des proof of concept pour tester des innovations, des projets, c'est un bon moyen d'entamer cette fertilisation croisée. Vas-y, ouais. C'est un bon moyen et nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que c'est souvent la DSI en fait qui sert de laboratoire interne d'innovation et sur lesquels on peut tester un certain nombre de choses. On teste des approches qu'on diffusera après ou pas sur l'ensemble de l'entreprise. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est souvent la DSI qui peut servir de terrain de jeu entre guillemets en matière de pilotage des ressources. Et ça, tu l'as évoqué tout à l'heure, Paul. La DSI fonctionne par nature en mode agile, avec des internes, des externes, l'enjeu d'être capable de constituer une équipe projet assez rapidement. Cette agilité, on le voit depuis longtemps, mais encore plus maintenant, elle doit s'infuser dans toute l'entreprise pour répondre aux enjeux stratégiques du moment. Et la DRH, on se dit qu'elle a tout intérêt aussi à s'inspirer de l'organisation d'une DSI pour accompagner finalement les transformations organisationnelles auxquelles l'entreprise plus globalement fait face. Ouais. Et par rapport à la thématique de pilotage qu'on évoquait au début, on voit aussi qu'il y a un intérêt tant sur le plan stratégique, avec cette notion de stratégique workforce, ou en tout cas d'anticiper les compétences à moyen long terme, à travailler ensemble, et aussi au niveau opérationnel, où les DSI, là aussi, sont souvent dans des problématiques de staffing, matching de compétences, qui va pouvoir traiter mon sujet maintenant. Et là aussi, finalement, on se dit que sur ces deux niveaux de pilotage, plus stratégique et plus opérationnel, il y a déjà matière à faire des choses ensemble. Exactement. Et ça fait le lien avec le témoignage de Serge.
qui, je le rappelle, travaille au sein de CACIB, donc Banque d'investissement du Crédit Agricole, et avec lequel on a mené un projet de cartographie des compétences, avec un angle au départ qui était de cartographier l'existant finalement pour travailler sur des logiques de GPEC, pour derrière être capable de dérouler des plans de formation pour accompagner les différentes transformations, et cas d'usage qui a évolué vers du staffing, et puis maintenant qui évolue aussi avec des problématiques de développement RH, et donc cas d'usage qui illustre bien finalement ce duo DSI-DRH et comment d'un besoin très précis, finalement assez simple, on arrive à le faire évoluer, à l'enrichir avec différentes problématiques qui viennent se greffer dessus pour être capable de couvrir un spectre encore plus large. Voilà. Serge, est-ce que vous voulez nous présenter le projet et puis revenir sur la genèse du projet et puis peut-être la collaboration avec le département RH sur celui-ci? Oui, vous me dites juste de combien de temps je dispose? Eh bien, il nous reste 9 minutes de temps de parole Okay. Et après, on passera à la partie questions-réponses. Donc, voilà, vous avez le temps, je pense. Un projet qui a été impulsé par la RH de l'IT. C'est-à-dire que l'organisation de CACIB est une organisation qui est totalement matricielle. La RH a son IT, qui n'est pas chez moi, et qui fait des projets pour l'IT, typiquement tout ce qui tourne autour de, je ne sais pas, la paye par exemple, c'est un bon exemple. Ça peut être dans le bureau à côté de moi, mais pour le coup, c'est pas chez moi. Et nous avons notre RH. C'est-à-dire, il y a une RH, matriciellement, qui est là pour gérer les ressources du côté de la direction informatique. Donc, tout le monde est au service de tout le monde, dans des postures un peu différentes et sur des rôles qui peuvent changer au cours du temps. Quand on arrive, en fait, sur l'installation de 365 talents, il y a une problématique que nous avions de toute manière, ça doit remonter maintenant à 1 an et demi, 2 ans, qui était la connaissance de nos compétences et leur gestion. Sans aucun doute, du côté IT. C'est-à-dire, en tant que métier dans l'entreprise, on est préoccupé par ce sujet. Il existe d'autres projets du côté de la RH qui sont au service de l'entreprise, qui bien souvent sont des projets qui sont traités au niveau groupe Crédit Agricole, avec d'autres outils, etc. Et sur lesquels l'articulation avec ce que nous faisons là est quelque chose qui doit intervenir, mais qui pour l'instant n'est pas entièrement réglé. Donc vous pouvez, comme vous l'avez dit, considérer que c'est un peu un POC, mais de toute manière pour nous, c'est quelque chose qui répond à notre problématique, connaissance des compétences. Ce qu'on a voulu dès le début, c'est en faire quelque chose d'extrêmement ouvert dans l'entreprise. Donc tout le monde a accès à tout sur une base de volontariat. C'est-à-dire qu'en gros, nous n'obligeons personne à rentrer ses compétences. Ça concerne en France que les internes et pour des questions de réglementation. Par contre, à Singapour, ça concerne tout le monde. L'idée étant que toute personne qui recherche une personne qui a une compétence pour échanger avec lui puisse accéder à ce référentiel à l'intérieur de l'entreprise et aller faire cette recherche. Et nous avons voulu donner à cet environnement un caractère extrêmement ouvert. Donc il n'y a pas, par exemple, de volet qui empêche, qui est hiérarchique, qui est aussi une des options du logiciel, qui ne permettrait de voir des compétences que des personnes qui dépendent hiérarchiquement de la pyramide qu'il peut y avoir au-dessus d'une personne dans l'entreprise. Donc ce n'était pas du tout notre optique. Notre optique a été de dire, nous voulons que ce soit un outil au service de tout le monde. Au service de tout le monde, ça veut dire quand même avec des cas d'usage différents. Donc on a fait au début une analyse à partir des méthodes actuelles de design, je veux dire, où on a déterminé un certain nombre de cas d'usage. Et c'est ceux-là qui ont été présentés à 365 talents pour la première version, avec comme but de répondre de toute manière aux cas d'usage qui ont été remontés des managers, des collaborateurs, de la RH sur la première version que nous voulions mettre en place. Donc c'est ça qu'on a fait jusqu'à maintenant à l'intérieur de l'IT de CACIB et avec notre RH sur ce projet. Alors la RH est en même temps, il y a plusieurs gardiens du temple. Donc la RH, bien sûr, et on a aussi un processus qui s'appelle le processus des nouveaux usages, NSU en interne,
qui est là pour valider toute utilisation, en fait, tout ce qui est autour de l'externalisation de data. C'est-à-dire, on a soumis le projet, donc du coup, la compliance nous a imposé un certain nombre de contraintes du genre un disclaimer, etc. Mais tout le monde a été très constructif pour nous accompagner et pouvoir monter ce projet, avec le fait que, étant sur une base de volontariat, les gens acceptent forcément le fait que d'autres personnes accèdent à leur profil et ainsi de suite. Les statistiques ne sont pas mirobolantes. Alors, bien sûr, ça dépend des endroits. C'est-à-dire qu'à Singapour, il y a 87% des gens qui ont mis leurs compétences dans l'outil. En France, on doit en être à 35-36%. Quelque chose comme ça, mais c'est notre choix. Je veux dire, c'est du volontariat. On considère qu'en fait, les gens monteront d'autant plus sur le logiciel qu'ils auront du retour et qu'on leur montrera l'usage qu'on en fait et le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Bien sûr, on explique, on réexplique, etc. Et là, nous allons profiter de la V2 qui vient d'être diffusée aujourd'hui à l'intérieur de l'entreprise pour de nouveau communiquer, expliquer ce qu'elle apporte aux gens dans ces nouvelles fonctionnalités. Donc, je résume, c'est une collaboration RH, c'est-à-dire que je suis sponsor du projet pour l'IT, mais avec notre RH qui ne pouvait pas être aujourd'hui, qui intervient extrêmement fortement à l'intérieur du projet, pour à la fois comme gardien du temple et en même temps comme personne qui veut pousser aussi cette connaissance des compétences et regarder la cohérence globale avec tout ce qui est gestion des ressources humaines à l'intérieur de l'entreprise. Et du côté de l'IT, donc on a complètement lancé comment dirais-je, mené à bien ce projet. Alors assez facilement. Maintenant, si je viens sur le projet, l'installation elle-même, elle est simple. On n'a pas eu de difficultés particulières d'un point de vue technique. Le sujet, il est complètement dans la gestion de la transformation et dans la dynamique, d'impulser la dynamique dont je parlais tout à l'heure. Absolument pas dans les aspects techniques. Il est dans le retour fonctionnel et l'apport fonctionnel auprès des personnes de l'entreprise. Donc voilà un peu le cadre général. J'aurais beaucoup de choses à dire sur tout ce qui a été évoqué, mais je pense qu'en évoquant cet aspect matriciel, cette collaboration, le fait que là, c'est l'ARH au service de l'IT pour répondre aux besoins de l'IT, avec une contribution de l'IT sur l'installation du logiciel et sur la gestion du changement, on comprend bien qu'en fait, le schéma que vous décriviez tout à l'heure peut être vu un peu dans tous les sens. Oui. L'ARH est aussi, il y en a pour toutes les autres directions de CACIB, il y a des RH dédiés. Donc voilà, vous voyez, c'est tout peut-être l'intérêt du matriciel, c'est que tout est dans tout et réciproquement et que c'est pas facile à gérer. Ouais. Mais voilà. Voilà, très brièvement, ce qu'on peut dire du projet. Eh bien, merci Serge, c'était très clair et ça illustre bien le concept qu'on développe d'Internal Talent Marketplace, c'est comment j'arrive à avoir une vue exhaustive finalement sur les compétences dans mon organisation pour permettre finalement une fluidification des compétences, optimisation des ressources et des sujets particulièrement d'actualité. Juste un point sur la partie projet. L'application a été déployée chez CACIB en 4 semaines, donc on sort aussi des standards habituels de projets SIRH qui s'étalent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, et c'est là aussi que l'intelligence artificielle intervient. Ça nous permet aussi de déployer des outils assez rapides, d'avoir des quick wins et du coup d'être capable de capter de la donnée assez rapidement pour répondre aux différents enjeux qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Paul, un mot pour conclure avant peut-être de passer aux questions. Alors, j'ai mis cette planche-là, c'est bon, Ouais. Alors ça, on arrive à la fin, donc je pense qu'on n'aura pas forcément le temps d'aborder là. Je reprenais en fait les challenges du moment.
et comment aujourd'hui cet Internal Talent Marketplace permet de répondre à ces enjeux de réallocation des ressources, d'identification des compétences. Oui. Et malheureusement, on est pris par le temps, donc Ça marche. je me tiens à la disposition des personnes qui participent au webinaire pour en discuter dans un second temps. Okay. Et je pense qu'on n'a pas le temps, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis et on y répond avec plaisir. Alors, merci Serge, merci grandement pour votre témoignage. Et juste un petit mot, moi, de ma part, conclusion avant de passer aux questions. J'ai bien noté le point de Serge là sur l'envie de réagir par rapport aux éléments précédents, et la notion là, ce que vous avez évoqué sur le matriciel est en effet très intéressante. L'idée était, et justement, c'est de lancer ce débat et de voir qu'en effet, il y a les modalités de travail et de fertilisation croisée entre IT et RH, elles sont nombreuses, diverses, elles peuvent s'adapter à différents contextes. En tout cas, le but du G, c'est vraiment d'encourager ça. Et quand on travaille sur des sujets comme les compétences, on doit pouvoir s'y retrouver. Et comme vous le dites très bien, chacun sert l'autre et le tout sert l'entreprise. Voilà, j'espère que... Je vous remercie. Très bien. Alors, on va passer aux questions. N'hésitez pas, encore une fois, à les poser dans le chat prévu à cet effet. Et on y répondra. Questions, et ça peut être aussi des réactions. Ce n'est pas forcément des questions, mais des réactions sur ce qui a été dit. Peut-être que vous avez aussi envie de challenger un certain nombre de choses, donc c'est le moment de le faire. On est joueurs, donc n'hésitez pas. Bon, en tout cas, ce que j'ai noté, c'est que parmi les participants, j'ai l'impression qu'on a une part plus importante côté DSI. En tout cas, les retours sur les relations entre DSI et DRH sont plutôt bons. En tout cas, ces relations sont plutôt bonnes. Si je me fie aux commentaires qui ont été laissés sur le chat. Donc voilà, donc il y a aussi peut-être des choses qui relèvent du fantasme. On a toujours l'impression que c'est des directions qui cohabitent pas très très bien, ou ça tend à changer, ou finalement les relations ont toujours été plutôt bonnes. En tout cas, nous, on a plutôt des bons retours, et le témoignage de Serge témoigne de cela. On vous enverra bien entendu les supports sur lesquels le support qui a été diffusé, on vous l'enverra. On est à votre disposition bien entendu si vous souhaitez creuser ces différents sujets. Paul côté Isis et moi côté 365 talents. Voilà, s'il n'y a pas de questions. Ah, Estelle a une question. Comment faire pour déployer rapidement du jour au lendemain 2 départements qui travaillent peu ensemble? En fait, alors Serge pourra peut-être compléter, mais dans le cas de Cassib notamment, au départ, c'était un besoin clairement identifié et un besoin stratégique qui était quelles sont les forces en présence, un besoin de cartographie des compétences dans un environnement SI qui était, c'était dans le cadre de la refonte d'un schéma directeur. Et donc l'idée, c'était de savoir voilà, quelles sont les compétences que j'ai, et puis projeter ces compétences sur les enjeux de demain, et puis après travailler sur des logiques de plan de formation pour accompagner tout cela. Donc déjà, il faut avoir un cas d'usage bien défini, et pas forcément quelque chose de très compliqué, vraiment de partir sur quelque chose de très ciblé. Et là, bien entendu, il s'agissait de la gestion des compétences, et ça, c'est quand même les RH qui sont qui en ont la charge. Du coup, assez naturellement, on se met autour de la table et ces 2 départements discutent ensemble de la manière dont on peut adresser ces sujets. Donc voilà, donc l'identification, le sujet, la problématique à aborder doit être simple pour pouvoir avancer sereinement. Et puis après, on enrichit avec des cas d'usage différents. Voilà. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'au début, lors des premiers échanges, il y a un consensus tout de suite, mais il y a des choses sur lesquelles il faut arbitrer. Tout à l'heure, Serge parlait de cette plateforme dans laquelle il y avait à Singapour des internes et des externes, ce qui n'est pas possible en France. Et pourtant, côté DSI, parfois, on se dit je dois gérer des ressources qui sont composées à 50% d'internes, 50% d'externes. Si on me demande de cartographier les forces en présence, c'est impossible pour moi de me passer de 50% de ma population. Donc, comment on fait? Et là, forcément, il y a la RH qui vient avec un warning pour dire il est impossible de gérer des externes comme je gère des internes. Donc, on ne peut pas, en tout cas pour le moment, le cadre légal ne permet pas d'incorporer ces externes dans la plateforme. Donc ça fait partie des sujets, voilà, qu'il faut aborder pour essayer de cadrer ça de la meilleure des manières.
et pour après se lancer. Voilà. Je ne sais pas si Paul, tu as des choses, des projets que tu as menés et qui permettent de compléter la réponse que je viens de faire à Estelle. Alors sur l'alliance, moi sur le côté ultra rapide et ta préco sur prendre un cas d'usage et travailler dessus, ça va bien. Moi je rajouterais sur le côté, alors si on est si le questionnement est bien sur comment travailler ensemble RHSI, au-delà d'une mise en forme d'une plateforme comme la tienne, comme la vôtre, moi je l'ai vu et c'est intéressant aussi sur le côté justement les pratiques de pilotage de projet où finalement chez un de nos clients, un vrai travail de co-construction que j'ai trouvé intéressant entre DSI et DRH pour justement construire un socle de compétences gestion de projet où du coup l'IT a pu mettre en avant son savoir-faire, ses méthodos issus des projets digitaux pour en faire finalement un cursus et vraiment un élément de la culture d'entreprise diffusable à tous les autres métiers. Et là, il y a vraiment eu j'allais dire alliance des différents savoir-faire. L'IT amène sa gestion de projet, ce qu'elle sait faire, en coproduction avec la DRH et des prestataires pour aider, mais vraiment un travail entre les deux directions. Comment en faire un corpus commun et qui a pu être du coup mis en place. Et là, on tombe dans le savoir-faire RH, dans des modalités de formation avec différents niveaux pour adresser l'ensemble de l'entreprise. Et c'est vraiment apparu comme une coproduction des deux. On a une entité qui maîtrise à fond une compétence, on en a besoin de plus en plus partout, ingénierie partagée et on travaille ensemble pour sortir ça. Et on sent que ça peut être aussi un des points de départ où on est d'aller après vers une fois qu'on a appris à travailler ensemble et qu'on diffuse des compétences vers les autres, il y avait je pense que venir sur le sujet du type plateforme de compétences, c'est très intéressant derrière. Mais c'est une autre illustration sur un sujet de montons ensemble un cursus de montée en compétences pour l'entreprise en utilisant nos deux savoir-faire principaux. Très bien. Merci Paul. Alors il y avait une question de François à laquelle Serge a répondu en live sur les Lego. Voilà, il y a une question de Rodolphe sur les coûts et l'impact d'une Internal Talent Marketplace. Les coûts, c'est un coût assez classique pour une plateforme SaaS qui est décomposée avec une partie build, donc de setup, d'installation de la plateforme, et après c'est un abonnement par mois par collaborateur qui commence à quelques euros par mois par collaborateur et qui est effectivement dégressif en fonction du volume d'utilisateurs présents sur la plateforme. Et l'impact, je ne sais pas ce que Rodolphe entend par impact, mais en tout cas, ça change quand même un certain nombre de choses au niveau des process de l'entreprise liés notamment à la mobilité, au mouvement de manière générale dans l'entreprise. Donc, il y a bien entendu du change à mener parce que ce n'est qu'un outil. Et donc, l'évolution de la culture et des process liés à ce type de plateforme doit être menée et surtout pas négligée. Et c'est souvent mené soit par des cabinets de conseil, soit par les RH, qui accompagnent et qui créent de l'animation autour de la plateforme. Donc, les usages concrets, c'est de l'identification de compétences, de la cartographie, en vue de fluidifier, comme on le disait, les compétences, d'optimiser finalement les ressources, de mutualiser des ressources avec différentes entités. Donc ça rebat les cartes un peu, en tout cas on change un peu de paradigme dans la gestion de la mobilité qui était quand même très liée à des process, à des politiques de mobilité qui étaient quand même assez, on va dire, sclérosante pour l'entreprise, alors qu'aujourd'hui, on prône l'agilité, on prône, entre guillemets, la libre circulation des ressources dans l'entreprise. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut faire qu'il faut faire sauter, tous ces leviers liés à la mobilité. Donc, oui, ça a un impact. Ça a un impact sur la culture de l'entreprise et donc le change est quand même important. Voilà. Et en tant qu'observateur conseil qui suit ça, c'est en ça qu'on trouve ce type d'outils et de plateformes vraiment un pied dans l'innovation. C'est que ça bouscule pas mal en effet de pratiques et de culture usuelle. Et même si du coup, on voit bien avec la question très concrète du cadre juridique, mais il y a quand même et c'est en ça que c'est innovant, on sent que ça permet de creuser des nouvelles pratiques, de bousculer les choses et ce côté d'aller
et puis surtout ne pas se priver de force qu'ont les entreprises, quoi. Tous les collaborateurs, tous les salariés ont une multitude de compétences ou d'appétences, et de se dire qu'avec ce type de dispositif, on les met en visibilité et on les met en capacité d'usage, on touche des sujets qui nous semblent très intéressants en termes justement de pilotage et d'innovation. Et rendre cette info disponible à tous, c'est là où vraiment ça impacte quand même pas mal les process en cours. C'est-à-dire que les collaborateurs vont pouvoir déclarer librement des compétences, des expériences, mais également des motivations et des appétences, et rendre cette info, si c'est la volonté des sponsors du projet, rendre cette info disponible à tous. Alors bien entendu, c'est une application dans laquelle il est possible de gérer les droits comme on a envie de les gérer. Mais en tout cas, cette manière d'avoir la visibilité sur les compétences est quand même sacrément impactante sur les organes en cours. Alors, il y a une question d'Amine Idrissou sur les interactions avec le projet Sydney ou Jakarta côté CACIB. Alors ça, je pense que Serge, c'est pour... Je pense que je suis à peu près le seul ici à pouvoir y répondre. Oui, exactement. Alors, en fait, Jakarta encore une fois, ce qu'on a fait était un projet IT. Pour l'IT. Jakarta n'est pas un projet pour l'IT, c'est un projet qui a été le transfert des activités de paiement pour compte de tiers fait par CASA au sein de CACIB. Sydney, ça a été le rapprochement, alors là pour le coup c'est de l'IT, des équipes IT de CASA qui ont rejoint les équipes IT de CACIB. Donc nous n'avons plus que des équipes IT, je caricature, à CACIB pour les projets et plus d'équipes chez CASA. Donc dans Sydney, on aurait pu totalement s'en servir. Il se trouve que Sydney est arrivé avant, mais le deuxième point, c'est surtout que nous avons rapproché des équipes sans rapprocher les métiers. C'est-à-dire nous avons à l'intérieur de CACIB maintenant une IT qui sert CACIB et une IT, la même, qui sert CASA. Donc on a pris les gens, on les a déplacés de structure juridique. Nous n'avons pas changé le système d'information. Et donc c'est au fur et à mesure que le système d'information évoluera que nous aurons la possibilité de mieux gérer du rapprochement de compétences. Pour l'instant, les systèmes d'information et les clients, pas les clients, les utilisateurs n'ayant pas changé, ou marginalement, la situation du point de vue des ressources est restée assez constante. Marginalement, pour des gens qui sont amenés à bouger, puisque maintenant nous gérons aussi la mobilité des personnes qui viennent de CASA, l'IT est chez CACIB, donc on gère tout le monde, les gens ils bougent dans l'entreprise, et là, dans ce cadre-là, l'utilisation de 365 talents est quelque chose qui nous aide. Mais ce n'est pas directement lié à ces projets de fusion. Le cas où 365 talents, la première fois qu'il a été utilisé, c'est CACIB. Ça a été par contre pour un autre projet qui dira quelque chose dans le groupe, qui s'appelle Tokyo, qui a été le rapprochement de toutes les personnes qui font de la production informatique au sein d'une structure unique qui s'appelle CAGIP. Là, en fait, 365 talents, ça a été même la première fois qu'il a été utilisé. Ce n'est pas le projet dont je parlais tout à l'heure. Il a été utilisé de façon one-shot, apporté par HP, je crois. Oui, c'est ça. Pour gérer l'adéquation des compétences dans le cadre d'une fusion et simultanément de la réorganisation. Et donc là, oui, ça correspond au cas que Camille cite. Mais pour les projets Sydney et Jakarta, non. Ok. Eh bien, très bien. Super intéressant d'avoir ce regard. Alors, je crois qu'on arrive... il nous reste 1 minute. Ouais. Du coup, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. On a effleuré le sujet parce que, bien entendu, en 30 minutes, c'est compliqué de tout couvrir. J'espère que ça vous a donné des idées. Encore une fois, on est à votre dispo si vous avez plus de questions. Merci Serge, parce que c'était vraiment une chance de pouvoir vous avoir sur ce témoignage-là. Merci à Paul. Avec plaisir pour faire un prochain webinaire en ta compagnie. Merci à vous. Au revoir.
Et voilà, on vous envoie le support et à bientôt et bonne fin de journée. Voilà. Merci à tous.